Bienvenue dans ton Yann et Frank. Ayez peur. Ayez peur. Il y a un monsieur orange au sud de la frontière qui s'en vient. C'est la fin de la démocratie, mes petits êtres peureux. Écoute. Parlant de démocratie, Yann. Moi, j'adore en politique québécoise, il y a un endroit où tu n'es jamais déçu quand tu mets ton nez. C'est les associations de comté de Québec solidaire. Donc, ces gens-là sont prêts à se morpionner les uns les autres pour savoir qui va avoir sa face quelque part. Sont prêts à s'entre-déchirer. S'il faut que quelqu'un aille liker un truc de Martineau quelque part, ils vont le dénoncer. Ils vont. Hey, c'est vrai, ils ont fait ça. Ouais, c'est une drôle de. On va se le dire, c'est un drôle de parti politique. Là. Les gens parlent souvent du PCQ, là, qui avait des drôles de candidats dans certains comtés. Puis, le focus des médias est très mis sur ces gens-là. Hein. Si on peut trouver un post Facebook d'un gars du PCQ qui a déjà dit qu'il n'était pas sûr sur le vaccin. Ah, coucou! Regardez, là. Regardez bien comme faux, là. C'est plein de coucou, puis de monde bizarre. Mais dans les associations de comté de QS, il se passe quand même des trucs assez particuliers. Bisbille au sein de l'Association de Québec solidaire dans Bonaventure. Je ne savais même pas qu'il y avait du QS dans Bonaventure, là, mais semble-t-il qu'ils sont partout. L'association locale de Québec solidaire dans Bonaventure fait face à de graves difficultés internes, selon un message adressé aux membres de l'association obtenu par Radio-Canada. À la base, on peut te dire une chose, Frank. Bonaventure, c'est en Gaspésie. Ils n'auront jamais un député là-bas. Là. Ben non, je ne penserais pas. C'est-tu le gars avec les crevettes, là, les pétanques? Lui, c'est Île-de-la-Madeleine, mais... Île-de-la-Madeleine, ça ne doit pas être un député, il y a qu'eux autres, ils sont genre 60 000. non, je pense qu'il y a un député, il y a qu'eux autres. Ah ouais? OK. Oh, oui. Bon, fait que le monsieur avec la glacière, ce serait pas lui. Donc, il dénonce une atmosphère au sein de l'association des plus désagréables. Une situation inacceptable qui nécessite un traitement de choc. D'après le message, les difficultés internes ne datent pas d'hier. À l'hiver 2023, plusieurs ont été adressés au comité éthique du parti afin d'offrir une médiation aux membres de comité de coordination et d'analyser une plainte. Hey, c'est donc bien compliqué, nos affaires. Hey man, ils sont rendus que les médiateurs, il est sur le bord d'arriver quelqu'un, comme dans les trucs d'entreprise, là, on lance un ballon puis on nomme une qualité. Tout le monde va écrire une qualité qu'il aime chez l'autre sur un post-it. On va venir coller ça sur le tableau. Puis à la fin, on a tout un jus d'orange avec une petite paille collée après. Ça, c'est avec un gars qui a une mallette de cuirette. Il y a du monde qui font leur vie avec des affaires de coaching de même. C'est l'enfer. Ah oui, c'est incroyable. Le Bureau national du parti confirme que le comité d'éthique de Québec solidaire se penche sur le dossier et un rapport sera produit en temps et lieu. Un rapport sur l'association de comté de Bonaventure. Stéphanie Guévremont, je pense que ça doit être de même, ça se prononce. L'affaire la plus compliquée qu'ils ont déterminée dans l'année, c'est quel candidat poteau qui met sur le pancarte. Oh oui, c'est carrément ça. Jérémy Laplante, membre démissionnaire du comité. Ça, il y en a beaucoup des de même. Hein? Des démissionnaires de QS. Puis sont comme « Ouais, mais moi, je suis encore de gauche, mais je sais pas pourquoi personne me veut dans le parti. » Fait que ça, c'est un ami à Olivier Bolduc maintenant? Ouais, probablement. T'as-tu remarqué aussi que c'est très souvent des messieurs? Ouais. Je sais pas pourquoi, hein? Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'on veut plus avoir de monsieur dans ce parti-là. Il devrait, c'est ça, comme dit Joey dans le background, il devrait se partir un genre de collectif, le collectif des rejects de QS. C'est plate, j'ai jamais eu de nouvelles de mon invitation d'Olivier Bolduc pour une entrevue. Non, il nous a ghosté. Écoute bien ça. Oui, il y a des tensions à Québec solidaire, en général, entre une gauche plus modérée et une gauche un peu plus radicale. Nous, ce qu'on trouve vraiment important et ce qui est à l'origine de notre démission, c'est qu'on croit que ces courants devraient mieux pouvoir cohabiter au sein du parti et que la gauche n'a pas avantage à se diviser de la sorte, à se pointer du doigt.
Ça, c'est carrément ce qu'on jasait quand Boc Côté est venu avec nous autres. C'est des gauchistes qui sont à QS, mais sont genre gauche de il y a même pas 20 ans, 5 ans. Intransigeant. Puis là, les nouveaux qui arrivent, le nouveau politburo qui est comme hey, toi, t'as peu, qu'est-ce que tu viens de dire là, tabarnak, t'es d'extrême droite, toi? Non, mais c'est vrai de ça, mais tu sais, c'est fascinant un peu, puis c'est parce qu'à gauche, t'es juste à gauche, on dirait. Tu sais, si t'es pas à gauche, t'es rien, il n'y a pas de clan, il n'y a pas d'idéologie, t'es à gauche. Mais là, si à un moment donné, t'es pas d'accord avec quelqu'un qui se dit aussi à gauche, ça veut dire que t'es plus à gauche. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, regardez, prenez 2 puffs d'air, là, puis regardez de l'autre côté de la clôture, qu'est-ce qui se passe? Les milieux un peu plus à droite. Vous allez avoir des conservateurs, vous allez avoir, même il va y avoir un conservatisme fiscal, il va y avoir un conservatisme social, il va y avoir du nationalisme, il va y avoir du libéralisme économique, il va y avoir du libéralisme classique. Il y en a des variantes, là. Tu sais, notre meilleure entrevue dans le dernier mois, c'est avec Mathieu Bock-Côté. Sur plusieurs points dans cette entrevue-là, on s'est rejoints parce que son livre nous a parlé. C'est un livre dans lequel on voit plusieurs choses intéressantes là-dedans. Mais sur plusieurs autres points, nous et Mathieu Bock-Côté, on n'est pas des larrons en foire, là. Non. Tu sais, je veux dire, sur l'immigration, on lui donnait une passe-droit, là, il disait ses affaires sur l'immigration, mais je suis absolument pas d'accord avec lui sur plusieurs points du côté immigration. Puis, you know what? C'est correct, là, c'est pas grave. Là. La seule différence, c'est que nous autres, on sait vivre. Mais eux autres, puis en plus, c'est-tu quoi? On n'a pas de parti politique avec Mathieu, là. Mais eux, ils sont dans le même parti, dans le même comté, dans la même association. C'est bien le sentir. Puis ils trouvent le moyen de se manger la laine sur le dos. Parce qu'il y en a un qui veut se laver une fois par semaine, parce que plus que ça, tu tues la planète. Puis l'autre, il dit, moi, j'aimerais ça me laver 5 fois par semaine. C'est-tu quoi? C'est encore une histoire de gars-filles. Jérémy Laplante, qui a affronté Catherine Wright lors de la dernière investiture dans le parti de Bonaventure, du parti dans Bonaventure, soutient qu'il existe des tensions, des rancœurs et des désaccords entre la candidate défaite et lui depuis les dernières élections. Sauf que lui, il ne peut plus se représenter. Ah, mais toute la marde vient de là. Ben oui. La marde vient. Savez-vous pourquoi la marde vient de là? C'est que dans n'importe quel parti politique, qu'il soit de gauche, de centre, de droite, du milieu, d'en arrière, réactionnaire, libéral, peu importe, là, il y a toujours plus de monsieur que de madame. Parce que les gars sont plus poussés vers l'implication politique pour des raisons qui sont les leurs. Là. Si t'empêches quelqu'un de se présenter, tu sais, on trouve ça bien correct dans les milieux de gauche que Donald Trump soit écarté du Maine, soit écarté du Colorado. Ah, hey, c'est correct, ça. Vous comprenez rien à la démocratie quand vous dites des affaires de même. Mais ce qui a été fait au Québec, là, c'est la même affaire. Jusqu'à la prochaine élection générale, les messieurs de Québec solidaire ne peuvent pas se présenter dans des investitures. Pensez-vous que c'est correct d'écarter des gens parce qu'ils ont un saucisson entre les deux jambes? Là? Pensez-y, là. T'as-tu une saucisse? Ouais. Oui, tu peux pas. Voyons, sacrément. Dans quel monde c'est que c'est acceptable, ces affaires-là? Dans le monde à eux autres. C'est dans le monde à eux autres. Oui, mais c'est un monde qu'on veut pas vivre, Frank. C'est pas ça de la démocratie. Ouais, je sais bien. Ah, nous autres, on est un parti politique de démocratie représentative. On a beaucoup d'investitures. C'est pas les élites du parti qui décident. Ouais, mais Chris, si t'as une saucisse, tu peux pas te présenter. De quel droit tu te revendiques démocrate, mon homme? Là? Ben, je suis pas sûr, moi, que si t'as une saucisse, tu peux pas te présenter. Faut que tu renies ta saucisse. Ben, parce que si t'es un T, t'es correct. Oui, c'est ça, exact. C'est à peu près ça. C'est quoi, on fait une déclaration solennelle? Par la présente, je jure ne pas tenir compte de ma saucisse entre mes jambes. Je me considère comme une femme. Je peux me présenter? Oh, ben c'est ce que la personne a dit au médecin. Je m'en fous de mes chromosomes. Moi, je ne suis pas dans ces stéréotypes-là. Assez délicieux. Passons à l'événement d'hier, la victoire écrasante de Trump dans l'Iowa. Je dis écrasante parce qu'il y avait quand même, il n'était pas tout seul là-dedans. Là. C'est pas lui contre une autre personne. Donc, les personnes qui étaient encore en liste, on avait Donald Trump, Nikki Haley, Ron DeSantis et Vivek Ramaswamy. Et Donald Trump a gagné haut la main avec 51% des voix
hier soir. C'est une victoire c'est une victoire qui est historique parce que comme l'ont bien résumé plusieurs médias, là, dont il y a un article qui est quand même intéressant dans The Epoch Times là-dessus. Là. Ça, c'est la presse, ça, qui a bien résumé. Non, ben, la presse, Chris, il viendra après, tu vas voir. Donc, les scores, je les donne pour les gens qui ça intéresse. Trump, 51% et des virgules. On va laisser faire les virgules. Trump, 51%. DeSantis en deuxième avec 21%. Madame Haley, à 19%. Donc, ça, c'est la candidate préférée des médias québécois. Et avec un petit peu moins que 8%, Vivek Ramaswamy. C'est un peu décevant de Vivek parce qu'il était. C'est là que tu te rends compte que c'est très geek politique, Vivek. Là, je veux dire, il n'y a personne qui le connaissait vraiment. Très jeune. Ça devrait être souhaitable en politique américaine, mais être jeune en politique américaine, apparemment, c'est un grand défaut. Là. 38 ans, Vivek. Mais qu'est-ce qui fait, Frank, que tu dis que c'est historique? Il y a juste eu 51% du vote. Ben, c'est qu'en fait, en 2000, deux choses. En 2015, quand il y a eu les primaires, Donald Trump a fini deuxième dans l'Iowa, derrière Ted Cruz. OK? Et donc là, il a fini premier. Et non seulement premier, mais avec 30% d'avance sur son principal rival, qui est DeSantis, donc 51-21. Et ça, c'est la plus grande victoire en termes de pourcentage qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire des États-Unis en Iowa. Ce qui est quand même pas rien, là, surtout considérant que le gars, il n'est plus ses réseaux sociaux traditionnels, à part un peu Instagram, je pense. Il est pas dans les médias tant que ça. Il est empêtré dans toutes sortes de patentes avec la justice et il n'a pas été à aucun des débats des candidats. C'est un gros fuck you qu'il a fait à tout le monde, en fait, de ce côté-là. Puis, tu sais, ce qui rend ça historique, tu te dis, ouais, 51, non. Ouais, mais c'est parce que l'Iowa, c'est la première primaire depuis toujours. Donc, c'est toujours par cet endroit. C'est ça qui est intéressant, c'est le respect de la tradition aux States te permet d'avoir des patterns, des comparatifs. Et évidemment, c'est là qu'il y a le plus de candidats. C'est la primaire où est-ce que tout le monde se rend, même avant de démissionner. Tu sais, oui, Chris Christie, par exemple, a arrêté un peu avant le temps. Mike Pence aussi, lui, je pense qu'il était là juste pour donner un coup de jarnac à Trump. Mais d'habitude, à cette primaire-là, il y a beaucoup de monde. Tu sais, t'es vraiment dans une situation où est-ce qu'avoir un gros pourcentage des votes, c'est quand même difficile. D'ailleurs, vous voyez, le Vivek, il se retire de la course. Oui, Vivek s'est retiré de la course hier avec ce message-là, hier soir, pendant que les votes ont été dévoilés. Et il dit, je le traduis maison, là, ma campagne a été basée sur la vérité. On n'a pas accompli les buts qu'on s'était fixés, mais on a besoin d'un America First, d'un patriote finalement à la Maison-Blanche. Les gens ont parlé fort et clairement à propos de ce qu'ils veulent. C'est pour cela que ce soir, je suspends ma campagne et j'endosse Donald J. Trump. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il soit le prochain président des États-Unis. Je suis fier de mon équipe, de mon mouvement et de mon pays. Donc, ça a été... et ça, c'est... Donc, pourquoi c'était important hier pour de la perspective de Trump de mettre la table là, c'est que non seulement il y a plus que la moitié des voix, alors qu'il y a 3 concurrents qui ont quand même une certaine notoriété. Et là, il y en a un qui se retire et puis en plus lui donne son appui. Donc, on peut suspecter que les carottes sont légèrement cuites pour les deux autres. Oui, exactement. Puis là, les deux autres, dans le fond, sont plus en train de planifier l'après-campagne. Dans le sens, ils sont quand même, en tout cas dans le cas de DeSantis, il y a une certaine notoriété. Il a réussi à finir deuxième, c'était l'objectif dans son cas probablement. Donc, c'est pas une catastrophe, sa prestation. Tu sais, perdre contre Donald Trump, c'est pas une catastrophe. Mais éventuellement, tu sais, il est encore assez jeune pour dire il faut qu'il continue à bâtir sa notoriété de ce côté-là. Fait que se mettre en porte-à-faux avec Donald Trump, mettons d'arriver puis de commencer une campagne puis de dépeindre Trump comme un débile puis tout ça, il risque de s'aliéner le parti, tu sais. Fait que t'es comme dans une position où est-ce que même entre le numéro 1 puis le numéro 2, ce serait surprenant de voir qu'il va y avoir une escalade dans la haine entre les deux, honnêtement, parce qu'ils sont pas proches. Là.
Tu sais, t'as pas de course présentement. Là. Donc, c'est juste, non, on va faire ça. une coupe de primaire pour faire durer le suspense un peu, mais à toute fin pratique, on peut dire que Trump, c'est pas mal réglé avec juste la première primaire en Iowa. Là. Il n'est pas vraiment en Non, danger. puis, tu sais, là, la game, en tout cas, moi, de ce que j'en ai compris hier, c'est, tu vois, il y a plusieurs témoignages de gens, entre autres, les médias s'entretenaient avec des gens, dont un, là, tu vois, il est assez représentatif. Je pense Matthew Garcia, qui s'est entretenu avec les médias après la défaite, en fait, après le retrait de Vivek. Et on dit, bon, lui, il a 34 ans, c'est la première fois qu'il participait à un caucus comme ça. Et là, il dit, j'étais indépendant en politique, c'est la première fois que je m'engage parce que M. Ramaswamy, bon, il incarne plus ma génération, il est plus jeune, etc. C'est un peu le Bernie Sanders des républicains, Vivek. Là. Exact. Et regarde bien ce que Donald Trump avait à dire sur lui hier. Ça en dit long, à mon avis, sur la dynamique qui s'installe tranquillement. Donc, je vais le faire rentrer. C'est pas très long, là, mais voici ce qu'il y avait à dire. Et ça va comme suit. I also want to congratulate Vivek because he did a hell of a job. He came from zero and he's got a big percent, probably 8%, almost 8%, and that's an amazing job. They all did. They're all very smart people, very capable people. I think most importantly, I want to thank my incredible wife. Donc, on voit un peu Le ton, il a été respectueux, puis même envers DeSantis, il a été respectueux aussi. Oh, ça a été quand même... hier, là, tu sais, t'écoutais le discours hier, puis tu regardes la couverture qui est faite dans les médias, puis tu te dis, mais hey, là, c'est la fin de la démocratie, il y a quasiment Adolf Hitler qui s'en vient, puis tu te dis, mais sérieux, les gens sont lourds, man. Sont malades, sérieux, c'est de la maladie mentale, là. Ça n'a pas de sens, là. Les articles que je disais un matin, c'est fou, là. Ils ont besoin de ça parce que là, présentement, ce qui se passe, c'est que les médias sont en sacrement parce que Poilievre s'enligne pour gagner. Leur marionnette Trudeau n'est pas capable de rien foutre pour casser la tendance. Fait que là, ils doivent associer Poilievre à Trump. Fait qu'avant de faire cette association-là finale, ils doivent démoniser Trump. Ils doivent rappeler aux Québécois que Trump, c'est un dangereux. Moi, ce que je comprends pas, c'est Christy, les Québécois, man, ils ont-tu de la mémoire un peu? Ou, on l'a eu comme président 4 ans, Trump, aux États-Unis. C'était-tu une catastrophe pour le Canada? Ça a-tu été une catastrophe pour la paix dans le monde? De quoi vous parlez, là? Oh, ouais, mais là, ça a l'air que c'est bien, bien dangereux. Je lisais un texte un matin de Wannabe Karine Gagnon dans la presse qui s'appelle « Le mauvais présage de l'Iowa ». Et là, elle nous dit, là, c'est vraiment, vraiment pas drôle parce que Donald Trump, lui, il n'a pas vraiment changé, mais les électeurs, eux, ont changé. Les deplorables, ça? Oui, ben, ils sont de plus en plus nombreux, les déplorables, hein, parce qu'on dit en 2016, 40% des électeurs de l'Iowa se disaient très conservateurs. Il serait maintenant 54% à s'identifier de la sorte selon un récent sondage. En quoi c'est un problème? Ah ben ça a l'air que ça, c'est dangereux. C'est comme la fin du monde, je pense. Veux-tu que je t'explique pourquoi les gens s'identifient plus facilement conservateurs aujourd'hui qu'il y a 8 ans? C'est relativement simple, ma belle. Ouais, les woke sont tombés sur la tête. Le conservatisme, c'est un retour aux valeurs de base ou traditionnelles. Pourquoi tu penses que c'est ça qui arrive dans la tête du monde? Parle à n'importe qui de parfaitement normal, puis il arrive, il dit, il regarde pas la société où est-ce qu'elle s'en va, parce qu'honnêtement, ce qu'on nous présente aux nouvelles, c'est pas ça, la société. Là. Mais il regarde justement ces putains de nouvelles-là, puis il dit, ouais, man. Il me semble que dans mon temps, c'était plus simple. Il me semble que dans le temps, c'était plus sain d'esprit ce qui se passait. Il me semble qu'on ne donnait pas de l'attention à n'importe qui était en manque d'attention. Là. Mais qu'est-ce que ça fait comme réaction à ce moment-là? Ben, les gens ils disent, écoute, le bon vieux temps, c'était mieux. Ça amène un peu le conservatisme. Puis de toute façon, vous passez votre temps à dire dans vos médias qui sont en décrépitude totale que les gens sont dans le champ, que les gens ne comprennent rien, que les gens sont stupides, que les gens sont ci, sont ça. Maintenant, le monde, c'est quoi qu'ils font? Ils arrêtent de s'ostiner. Là. Ils disent, regarde, c'est beau. Je suis un cave, parfait, je suis un cave. Merci, je vous écoute plus. Je fais juste plus vous écouter. Le cave, il va s'amuser. Le cave, il va arrêter de vous écouter. Par contre, le cave, il a encore le droit de vote. Ouais, c'est ça. Puis quand je suis dans mon petit cubicule pour faire mon vote, t'es pas là. T'es pas là pour me le dire que je suis un cave de voter pour Trump.
C'est quoi qui arrive, tu penses? Les gens, ils votent pour Trump. Plus vous allez démontrer que ce gars-là est un danger public, plus vous incitez les gens à voter pour. Parce que vous traitez le monde de cave, puis le monde sont tannés de vous entendre se faire traiter de cave. Fait qu'à un moment donné, il dit, c'est quoi qui te fait chier, toi, dans la vie? Donald Trump te fait chier? Ah ben, sacrément. Il va me gâter. Le gars, il n'est pas conservateur. Le gars, il n'est pas un Trumpiste. La seule chose qu'il veut faire avec son bulletin de vote, c'est de dire, ça te fait chier? Parfait. Ouais, c'est ça, mange la marde. C'est pas mal là qu'on est. Et là, ben, juste pour donner l'info aux gens, DeSantis a quand même performé un peu mieux que ce que les sondages. Les sondages le donnaient 3e. Dans les dernières semaines, il a fait un peu mieux, donc il est 2 points devant Nikki Haley. Par contre, lui, il prend vraiment pas bien ce qui s'est passé hier. Là, il accusait les médias là, de manger dans la main. C'est très drôle. Là. Il accuse les médias d'être pro-Trump. Là. Parce qu'en gros, hier... Non, mais c'est ce qui est arrivé. Ben, c'est parce qu'en gros, ce qui est arrivé hier, c'est que CNN a déclaré Trump vainqueur dans l'Iowa après genre une demi-heure, même pas. Donc, c'est même pas une demi-heure, c'est genre 10 minutes, je pense. Mais c'est parce qu'il ouvrait les bulletins de vote, les premiers bulletins. Ça, c'est des mathématiques, là, tu pourras le confirmer. C'est parce que Mané, tu ouvres des bulletins, puis il y a rien que du Trump. Fait que là, Mané, tu fais. C'est réglé. Ben, tu peux te tromper, comme la shot qui ont calé la mairesse de Québec à la place de Bruno Marchand, puis tu es obligé de se changer ton discours après. Mais si c'est bien fait, puis là, lui disait, ben là, dans le fond, ils ont fait ça avant même que des dizaines de milliers de personnes votent, ils ont influencé les résultats. Oui, mais pas avec cet écart-là. Là. Je m'excuse, là, mais à 51-20, l'écart est bien trop grand. Je veux dire, mathématiquement, là, il y a des gens encore au Québec, je l'ai vu, du monde qui rote le ballonné là, dans le milieu conspi un peu. Là, ils capotent encore parce que Radio-Canada a déclaré François Legault gagnant de la dernière élection après 5 minutes. Genre. Tu t'en rappelles, là, ça avait pris... Je suis même pas sûr que ça avait pris 10 minutes. Le monde rote le ballonné là-dessus. Tu vois bien que c'est arrangé que le gars des vues. Ben non. Quand tu as 30% d'avance sur le principal rival, il n'y a pas grand... C'est pas un cas de recomptage. Là. Tu sais, les seules choses qui fait que tu pourrais te tromper dans cette situation-là, c'est extrêmement simple. C'est qu'il y a un écart extrêmement important entre les voteurs, disons, par anticipation, puis les voteurs live. Là, fait que, tu dis ça, c'est 2 groupes démographiques complètement différents. Puis le résultat dans ces boîtes-là est vraiment complètement différent. Puis il faut que les voteurs par anticipation représentent un gros pourcentage de la population. Fait que, à un moment donné, tu es là, tu dis, crime, les probabilités que ça arrive, cet événement-là, ils sont faibles. Si vous voulez vous en convaincre, là, décollez-vous un sondage Twitter. Ou regardez un sondage Twitter de quelqu'un d'un peu connu qui décolle un sondage Twitter. J'ai encore de la misère avec ma batterie. Pourtant, je suis plugué dans le mur. Va t'en sortir, mon frère. Alors, regardez les sondages Twitter. Parce que ce qui est fascinant avec un sondage Twitter, c'est que vous avez le résultat en live, en direct. Puis vous allez voir d'un coup qu'il y a 10 personnes qui votent, 50 personnes qui votent, 100 personnes qui votent. Vous allez des pourcentages qui se déterminent. Puis au début, les pourcentages, ils bougent au fond. Puis c'est normal, tu sais. Le premier, tu as 2 votes, ça fait 50-50 dans 2 catégories. Puis après ça, tu as 10 votes, puis tu sais, tout bouge. La journée que tu dépasses à peu près 100 ou 120 votes, là, ça commence à se stabiliser énormément. Quand tu es rendu à 300 votes, là, les pourcentages, là, ils bougent presque plus. Ils vont bouger de 2 ou 3% à peu près. Pour que ça se mette à bouger énormément, il faut que ça change de canal de communication complètement. Donc, je sais pas, moi, tu es un nationaliste qui fait un sondage nationaliste, puis ça va bien, ton sondage, tu as tes résultats, tout ça. Puis là, soudainement, tu as un libertarien qui pogne des affaires, puis qui a vraiment du reach, puis qui partage ça, puis là, c'est des cercles d'amis libertariens qui répondent. Là, ça pourrait changer les résultats parce que c'est une démographie qui est différente. Mais tant aussi longtemps que c'est à peu près le même genre de monde qui vote, là, les pourcentages, ils bougent plus. La journée que tu dépasses une centaine de votes à peu près. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Fait que tu sais, tout ça s'explique par des mathématiques hyper simples. C'est des modèles de prédiction, la loi normale, toutes des affaires que tu vas apprendre, genre, je te dirais au cégep en mathématiques fortes, en sciences pures. Fait qu'il n'y a rien de surprenant là-dedans. Fait qu'il faut arrêter de capoter avec ça. DeSantis qui joue cette corde-là, tu sais, c'est comme s'adresser à une partie de la population qui catche un peu moins ce qui se passe. Là. Je veux dire, c'est pas un facteur. C'est pas un facteur. La seule affaire où que je pourrais un petit peu être d'accord avec lui,
c'est quand que les votes sont pas terminés, autrement dit. Il y a encore des gens qui sont en train de voter, puis on commence à annoncer des résultats. Ça, c'est un peu poche, mais même au Canada, ça existe, ça. Le Canada, qui est un pays qui s'étend sur plusieurs fuseaux horaires, généralement, quand on commence à annoncer les résultats dans les maritimes, si je ne me trompe pas, il y a des gens en Alberta puis au BC qui continuent à voter. Là. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est un peu n'importe quoi là, comme attaque. Là. Écoute, j'ai pas fait de montage nécessairement, mais j'ai quand même sorti le segment, si je peux dire. Là, parce qu'il y a eu un sondage, je ne sais pas trop fouiller quelle firme qui l'a fait, mais je sais que le National Post en parle ce matin, sur les Canadiens et Canadiennes entre Biden puis Trump, pour qui ils voteraient si jamais il y aurait une élection au Canada pour Fait que c'est 95% Biden puis 5% de Deplorable qui voteraient pour Trump. Mm-hmm. On verra. Fait que c'est ça. Donc, ça va comme suit. Je vais avancer un petit peu comme ça. Et puis Ron DeSantis, j'ai rarement vu un débat aussi acrimonieux. DeSantis qui envoyait vraiment des méchancetés et des drôles de phrases. Bon, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, là, je vais vous montrer le sondage le plus intéressant de la journée. Parce qu'on dit, Trump, c'est aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont, ces Américains, pourquoi la classe moyenne, blanche essentiellement, ici en colère, et qu'est-ce qu'ils voient en Trump? Mais regardez ces chiffres-là, au Canada. Bon, au Canada! Dans l'ensemble du Canada, oui, 67 des Canadiens favoriseraient, éliraient, choisiraient M. Biden. On le voit en haut. 67, 33. 67 de bonnes personnes. 64. Déjà, ça baisse un peu. 64 de 18-44 ans. Si on isole cette tranche d'âge, 64-36. Les hommes de 18 à 44 ans, regardez, 52 pour M. Biden, 48 pour M. Trump. Voyons, il capote. La moitié des hommes de 18 à 44 ans dans tout le Canada. Mais suppose. Non, mais là, attends un peu, là. Il capote sa vie parce que c'est moitié-moitié, là. Ouais. Ben voyons. Man, au Canada. T'as pas donné 8 choix, t'en as donné 2. Regarde, on peut-tu te simplifier la vie, Patrice? C'est pas compliqué, là. Trump, centre-droit. Biden, centre-gauche. Sais-tu pourquoi? Les élections se gagnent au centre, buddy. T'es-tu surpris que ça soit moitié-moitié? Ouais, mais là, c'est parce que là, il a oublié une affaire dans l'histoire. Le centre des États-Unis, c'est l'extrême droite au Canada. Là. Oh, mais ça, là, c'est dans leur tête à eux autres. Là. Oh, oui, ben oui. Mais c'est dans ça, leur tête à eux autres. Tu sais, je veux dire, t'as 41% du monde présentement qui veut voter pour Pierre Poilievre. Mm-hmm. Penses-tu réellement que ce 41%-là veut voter Biden? Tu sais, sérieux, là. Puis, ce que ces sondages-là disent pas, moi, je fais partie des hommes de 18-44 qui voteraient pour Donald Trump. Les white angry men. Mais je suis pas un white angry man. Je veux dire, je vote pas Donald Trump je voterais pas de Donald Trump parce que ça me fait plaisir tant que ça. C'est Christy, le remplacement, c'est Joe Biden. Le gars, il est borderline plus capable de se souvenir c'est quoi qu'il fait comme job dans la vie. Là. Il rentre dans Tim Hortons, ben, l'équivalent de Tim Hortons aux États-Unis. Ouais, puis il va serrer la main au monde puis il dit qu'il est encore sénateur. Man, t'es président! Il serre la main des fantômes, le gars. Là. Hello, I'm Joe Biden. I'm working in the government and the Senate. Tout le monde est comme... Là, t'entends tout le monde en arrière. Puis il avait dit que son père était au 7 octobre en Israël. Là. C'est quoi, t'es vraiment une mauvaise personne parce que tu refuses de voter pour quelqu'un qui a plus ses capacités, là? Non, bon? Tant qu'il y a un dé bleu sur le front, Yann, que ce soit une chèvre ou que ce soit un corps à moitié mort, c'est toujours une meilleure option que le méchant républicain. Non, mais ils sont drôles, là. Je veux dire, là, j'ai pas continué parce que c'est ça, on va pas se faire des copyrights on est encore dans la partie gratis. Là, mais c'est pas grave, parce que l'idée derrière ça, c'est qu'ils ont l'air décontenancés de pas comprendre la population à qui ils s'adressent chaque jour. Ils sont crissement décontenancés, comme tu dis. Mais je veux dire, ils parlent à la population chaque jour. Ils reçoivent des commentaires. Je veux dire, Patrice Roy, il lit-tu des fois ses commentaires sur Twitter? Parce que s'il lisait, peut-être qu'il comprendrait un peu mieux comment le monde pense. Là.
Ah non, puis les analyses après, écoute, je vous les fais un peu en paraphrase, mais tu sais, Michel COG puis toute la gang, c'était comme ah, mais là, vous savez, c'est ça, les hommes blancs Les en hommes blancs. colère, angry white men, puis ils disent ah, mais au Canada, peut-être parce que justement, ils sont plus anti-système, fait qu'en gros, ils votent pour Trump parce qu'ils veulent, en gros, faire chier Justin Trudeau, puis de ci, de ça. C'est tellement de la. C'est de l'analyse politique à deux scènes, très, comme tu dirais, Pourquoi très les premier hommes degré. blancs? Le sondage parlait des hommes. Point final. Il parlait pas des hommes blancs. Bon, ça, c'est dans leur tête, là. Mais tu sais, C'est ça que je disais à Frank avant qu'on enregistre le podcast. Ça veut dire que bien, tout le monde sait qu'aux États-Unis, il n'y a aucun homme de couleur qui a voté pour Donald Trump. Ça n'arrive pas. C'est pas comme si en 2016, l'État du Michigan a flippé démocrate et républicain pour Trump parce que, je sais pas, même Michael Moore l'avait dit, puis l'avait annoncé, puis c'est arrivé. Puis il a dit pourquoi. Il est allé voir la communauté afro-américaine dans ce coin-là. Il s'est dit on a voté pour Obama 2 fois en 2008 et en 2012 parce que c'est ça, First Black President. Mais notre qualité de vie a baissé. Puis les démocrates n'ont rien fait pour nous autres. Penses-tu que j'ai le goût de voter pour Hillary Clinton? Fuck off, je vote pour Trump. Tu sais, c'est pas une question de angry white man. C'est qu'à un moment donné, tu dis est-ce que tu livres la marchandise, oui ou non? Non, ben peu importe ta couleur, peu importe t'es qui, ben, je vais voter pour l'autre. Hey, avant qu'on passe au Patreon, j'ai 2 quotes de Trump qui datent de des moments différents, mais c'est drôle parce que je trouve que ça illustre bien. Puis je trouve que ça illustre bien l'alternance le concept de, tu sais, pourquoi je voterais pour Biden ou pour Trump, parce que c'est juste, t'en as un qui est comme, il cherche son nom, il parle à son fils qui est mort, puis l'autre, ben, c'est littéralement un spectacle d'humour. C'est littéralement un spectacle d'humour. Oui, bon, première quote. Macron, do you know Macron? He's a very nice guy, Macron. And really a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, we're not going to do it. That was the end of it, Mike. That was the end of it. It was so easy. Mais dans le fond, il compte une histoire qui est arrivée pour vrai. Ben oui, puis il l'a raconté dans un autre segment qui, justement, est au téléphone avec Macron. Là. Fait qu'en français, grosso modo, c'est que Macron veut imposer une taxe sur les compagnies américaines qui font des trucs avec Mexico, j'ai cru comprendre, un genre de 25%. Trump, il dit, écoute, Emmanuel, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, Emmanuel. Pourquoi? Ben, si tu fais ça, moi, je vais mettre un tarif sur le vin et le champagne de 100%. Tout simplement. Ah, tu peux pas faire ça, Donald Trump. Ben oui, je peux faire ça. J'ai dit, fait qu'on arrête de niaiser? Ben oui, on arrête de niaiser. Pas de taxe. Puis quand tu penses que j'ai lu un article de La Presse hier qui nous expliquait que si Donald Trump serait de retour à la Maison-Blanche, que le gars est un illettré en politique internationale, il fait absolument rien. Et faut-tu être aveugle idéologiquement pour comprendre ça? Sérieusement, là. T'sais, même Poutine a peur du gars, là. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Non, mais l'idée, c'est à la base, c'est que moi, ça fait... Pendant sa présidence de 4 ans, j'ai jamais été un supporter de Donald Trump, puis je le suis pas plus aujourd'hui. Je trouve ça décevant que ce soit encore lui qui se présente. Pour vrai, là, ça, c'est ma vraie position. Ça reste que je suis capable d'analyser les 4 ans qu'il a fait, puis te dire que côté international, ça a été tranquille la paix en termes de conflits armés. Si tu compares avec aujourd'hui, on va dire que c'est tranquille. Deuxième et dernière quote, puis après ça, on s'en va sur le Patreon. On aura du stuff sur les ESG, pour ceux que ça intéresse. Les fameux fonds éthiques, sont-ils en fin de vie ou sont-ils en santé? On va en jaser. Mais dernière quote, c'est Trump qui parle d'environnement. Et il nous dit, quand j'étais président, quelqu'un est rentré dans mon bureau pour me dire ceci. They came to see me, sir. We have a new fighter jet. We think it's environmentally friendly. I said, who cares if it's... You're dropping bombs all over the place. You're shooting everybody. No, it's wrong. We're shooting everybody. No, we think it's environmentally friendly. I said, what's the bad side? Well, there is one problem. It's about 15% less effective. That's a lot.
You know what 15% is for a fighter jet? The difference between being shot down and shooting the other guy down. That's the difference. That's a big difference. Mais tu sais, la raison pourquoi ça marche son affaire, c'est que ses adversaires sont domis. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est de mettre en évidence la domitude de ses adversaires. Carrément. Il n'y a même pas besoin de proposer des affaires à rien. Hey, tout le monde trouve que c'est cave, ça. Ben, regardez, c'est ça. C'est cave, vous avez raison, c'est cave. C'est tout. Il n'y a même pas besoin de rien faire d'autre, puis il y a la sympathie du public. En tout cas, on s'en va l'autre bord du show, la partie payante. On va regarder aussi la réplique d'Éric Duhem. J'ai vu que c'est sorti sur Libre Média à Stéphanie Gramont. Parce que la presse, ce grand gardien de la démocratie, maintenant, les droits de réplique, c'est plus quelque chose qui est accepté du côté de la presse. Les caniches de la démocratie, ils n'aiment pas ça. On parle du même média qui a créé une section dialogue. Ouais, les caniches de la démocratie, j'adore.